Une heure avec le président à la télévision, la France face à la crise internationale. Israël-Égypte, premier échange d'ambassadeurs. Le temps de vivre, la grande campagne d'Antenne 2 est lancée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La politique a repris ses droits à la télévision en ce début de semaine. Hier, Michel Rocard sur Antenne 2. Aujourd'hui, le chef de l'État sur TF1. Deux hommes qui peut-être, mais ne nous avançons pas, peuvent se retrouver dans la même compétition électorale dans 15 mois. Pour l'heure, ni l'un ni l'autre ne sont candidats, mais si on aperçoit des intentions, les rôles ne sont tout de même pas de même nature. En ce moment, c'est le président de la République qui répond aux questions de Patrice Duhamel et Christine Ockrent, questions qui seront uniquement axées sur la politique étrangère. Georges Bortoli, à la fin de ce journal, viendra nous faire un premier commentaire, un premier compte-rendu de ce qu'aura dit Valéry Giscard d'Estaing dans la première demi-heure de son intervention. Il y a fort à parier que dès les premiers échanges, on évoquera l'affaire afghane. Sur place, aujourd'hui, les rebelles musulmans font état de violents combats près de la frontière pakistanaise, alors qu'il semble en revanche que la situation à Kaboul soit calme. Nous venons de recevoir les toutes premières images de la capitale afghane pendant l'insurrection de ces derniers jours. Ces images de Kaboul ont été tournées le 22 février, vendredi dernier, c'est-à-dire au lendemain du déclenchement de la grève du bazar et donc, semble-t-il, au début des affrontements entre manifestants et soldats afghans. Les journalistes occidentaux ont reçu l'ordre de ne pas quitter l'hôtel où ils sont regroupés sur l'une des collines de la ville. Ils n'ont pu filmer que ces images depuis le restaurant. Ce vol d'hélicoptère, par exemple, est tout à fait exceptionnel. En temps ordinaire, les appareils ne passaient jamais en rase-motte au-dessus de la ville. Sur ces images, ils donnent l'impression de se diriger vers la partie ouest de Kaboul, vers la zone industrielle, où ont eu lieu des combats particulièrement violents. C'est dans la même direction que se dirigeaient des blindés qui sont intervenus massivement pour réprimer l'action des émeutiers, c'est ce qu'affirment les informations reçues de Kaboul. Pratiquement pas d'images du centre-ville où se sont produits les affrontements les plus meurtriers. En revanche, depuis leur hôtel, les journalistes ont pu être témoins de combats autour d'un silo. Il a fallu l'intervention de l'artillerie afghane pour déloger les manifestants au prix de nombreux morts. Aujourd'hui, les hélicoptères continuent de survoler la ville, comme pour prévenir de nouveaux troubles. Il y a une heure, un message du président Carter au maréchal Tito. Les États-Unis sont prêts à se joindre aux voisins de l'Afghanistan pour garantir une véritable neutralité de ce pays si les troupes soviétiques se retirent rapidement de l'Afghanistan. À nouveau, précisément, un bulletin de santé pessimiste pour le maréchal Tito. Je vous le livre tel quel, sans commentaire inutile. Le cœur du maréchal s'affaiblit de plus en plus. Des troubles du rythme cardiaque se manifestent et sa pneumonie n'a toujours pas été jugulée. Voilà 2 semaines qu'on n'avait plus parlé du cœur du numéro 1 yougoslave. Troisième partie du monde a capté notre attention ce soir, le New Hampshire, un des États de l'Est des États-Unis. C'est là qu'en ce moment même, depuis ce matin, 4 hommes essentiellement se battent à la loyale chez les républicains George Bush contre Ronald Reagan, je vous en parlais hier soir, et chez les démocrates Jimmy Carter contre Ted Kennedy. C'est un petit peu le match de la dernière chance pour Edward Kennedy. Nous rejoignons là-bas Jacques Segui et Jean-Louis Saporito. Today I formally announce that I'm a candidate for President of the United States. J'annonce officiellement que je suis candidat à la présidence des États-Unis, disait Edward Kennedy le 7 novembre à Boston. Et c'est depuis ce jour, naturellement, que les applaudissements des supporters du sénateur incommodent la Maison-Blanche et Jimmy Carter, qui pratique en souplesse la politique de la Rose Garden, c'est-à-dire qu'il ne quitte plus son bureau et son parc de la Maison-Blanche. Tant que les otages ne seront pas libérés, je ne ferai pas de politique électorale, dit-il. Mais c'est tout de même de son bureau qu'il appelle chaque jour par téléphone les hommes politiques et les encourage à voter pour lui. Alors que Kennedy bat la campagne, le président a renoncé à ses apparitions publiques, entouré du cérémonial réservé à tout chef d'État. Mais on se demande si la discrétion soudaine du numéro américain ne pourrait se retourner contre lui. Les Américains semblent être las de ces 3 mois de crise internationale qui ont fait passer au second rang leurs préoccupations essentielles, qui sont l'inflation à 13%, le chômage et l'essence de plus en plus chère.
De ville en ville, de discours en discours, Kennedy n'a pas la partie facile pour autant. Donné vainqueur par chaos au cœur il y a 5 mois, le célèbre sénateur n'est plus aujourd'hui que l'underdog, c'est-à-dire le concurrent qui a peu de chances de l'emporter. Contre lui, Kennedy a le drame de Chappaquiddick, un programme libéral qui coûterait cher aux contribuables, et contre lui aussi, le fait d'avoir déçu les espoirs que son nom semblait porter. Mais pour Carter, la menace pourrait se préciser rapidement. Au-delà de l'unité qu'il a su recréer autour de son nom à la faveur des dernières semaines, il ne fait aucun doute que pendant tout le déroulement de la campagne qui commence, on va lui demander des comptes, pas seulement sur l'Iran et l'Afghanistan, mais aussi sur sa vision des années 80. Aujourd'hui, le président a pris l'habit du commandant en chef, ce qui ne déplaît pas à certains Américains, mais ce qui n'enchante guère la majorité des électeurs démocrates favorables à Kennedy. Enfermé à la Maison-Blanche, Jimmy Carter dit aux Américains « Je suis votre chef et il faut me suivre ». Mais Kennedy lui répond « Si vous avez les moyens de votre politique, déplacez-vous et expliquez-vous avec vos électeurs et avec moi ». Kennedy, qui joue son va-tout, vient de passer les 10 derniers jours dans le New Hampshire, où pourtant les sondages le donnent battu à 2 contre 1. Résultat donc demain matin, cette nuit en tout cas. Moscou, nouvelle mesure de rétorsion contre Andrei Sakharov, toujours exilé à Gorky. Il ne peut plus poursuivre ses travaux. Il a été exclu des réunions de l'Académie des sciences. Hier, 1 millier de physiciens français ont lancé un appel à leurs collègues soviétiques en faveur de Sakharov. Suite de la normalisation israélo-égyptienne, 2 cérémonies assez impressionnantes pour qui se réfère à un passé encore bien proche. L'accréditation du premier ambassadeur d'un pays arabe en Israël, ça s'est passé à Jérusalem, et dans le même temps, la présentation des lettres de créance du premier ambassadeur d'Israël en Égypte, M. Ben Elissar. Normalisation, disons, dans la discrétion. Bernard Benyamin. Et comme par hasard, la première qualité de M. Mortada, l'ambassadeur d'Égypte en Israël, c'est précisément la discrétion. Âgé de 50 ans, c'est un diplomate libéral, une date clé dans sa carrière. Il était ambassadeur auprès du roi Hassan II lorsque se déroulèrent au Maroc les premiers entretiens secrets entre Égyptiens et Israéliens. Et c'est une double mission qu'il aura à accomplir en Israël. D'abord, consolider l'image d'une Égypte pacifiste, mais en même temps éviter de se faire trop remarquer afin de ne pas irriter davantage les capitales arabes et les Palestiniens. Eliaou Ben Elissar, lui, est précisément son antithèse. Le premier ambassadeur d'Israël en Égypte veut au contraire donner un maximum de signification et de résonance à sa présence au Caire. L'hymne israélien exécuté par un détachement de l'armée égyptienne, ce n'est pas la première fois que cela se produit, mais aujourd'hui il marque l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les 2 pays. Âgé de 49 ans, bras droit de Menachem Begin, M. Ben Elissar a été l'un des principaux artisans du traité de paix entre Israël et l'Égypte. Sa nomination au Caire est du reste la preuve de l'importance qu'accorde le Premier ministre israélien à l'ouverture de cette ambassade. Cela dit, cette normalisation ne règle pas loin de là les problèmes qui subsistent entre les 2 pays, à commencer par la question palestinienne. Une 10e rencontre entre Israéliens et Égyptiens va du reste s'ouvrir dès demain à La Haye pour tenter d'aboutir à un accord, mais il faut bien avouer que l'on est très sceptique tant les positions de part et d'autre restent divergentes sur le statut d'autonomie prévu pour la Cisjordanie et Gaza. Et pourtant, malgré ces problèmes, la réponse du président Sadat à M. Ben Elissar allait être particulièrement chaleureuse. C'est un moment historique, nos 2 pays vont vivre à présent dans la paix et l'harmonie. C'est un processus irréversible. De toute évidence, Anwar el-Sadat s'est voulu très optimiste au moment où l'on commence à parler d'impasse dangereuse au Proche-Orient. Et puis la mort du premier président du comité exécutif de l'OLP, Ahmad El-Choukeri, il avait 72 ans. France, c'est demain que sera publié l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier. Il sera probablement compris entre 1,7 et 2%, un des plus mauvais de ces dernières années. La flambée de l'inflation a repris dans le monde entier. En même temps, le crédit va devenir plus rare et plus cher dans les jours qui viennent.
Aux États-Unis, les taux d'intérêt battent tous les records. La conjoncture n'est pas facile à comprendre. Philippe Tassier. Les météorologistes de l'économie mondiale révisent leurs prévisions pour 1980. Les raisons? Une zone de dépression qui s'appelle prix du pétrole et un anticyclone qui se nomme maintien de l'activité. La guerre froide, en effet, pourrait réchauffer la conjoncture économique à travers les commandes passées à l'industrie de l'armement. Mais personne n'est d'accord sur l'existence de cet anticyclone. Et aux États-Unis, la polémique fait rage autour de l'arrivée possible d'une récession à partir du début de l'été. Cette récession américaine, c'est l'arlésienne de la conjoncture mondiale. Tout le monde en parle depuis 18 mois, beaucoup croient l'apercevoir, mais personne ne l'a vue. De nombreux experts estiment qu'à cause des programmes d'armement, l'Amérique pourrait connaître une bonne activité économique en 1980. Mais les nuages sont nombreux. Les plus noirs sont ceux de l'inflation. Hausse des prix en janvier, 3,3% en Italie, 2,5% en Grande-Bretagne et 1,6% pour les prix de gros États-Unis. Jamais depuis 1974, l'inflation n'avait été aussi forte. Et les taux d'intérêt flambent dans le monde entier, rendant le crédit cher. Cette année 1980 s'ouvre sur les incertitudes et les instruments de prévision ne permettent pas de bien faire le point. Comme les autres, la France doit lutter sur 3 fronts. Celui de la hausse des prix qui a repris après l'accalmie de novembre et de décembre, celui du chômage, la situation de l'emploi se stabilisait depuis mai 1979, mais elle a été légèrement moins bonne en janvier. On espère que les investissements vont maintenant se traduire par de l'embauche. Enfin, celui du commerce extérieur. En janvier, le déficit commercial a été le plus élevé depuis 3 ans. Il pourrait cette année osciller entre 20 et 30 milliards de francs. Il faut dire que notre facture pétrolière a doublé en 1 an. Une grande inconnue, que vont faire les Français et les Françaises dont le niveau de vie a baissé l'an passé? Vont-ils acheter moins ou bien modifier leurs habitudes de consommation? Pour l'instant, ils font comme les Américains, ils épargnent moins pour continuer à dépenser. En janvier, l'épargne collectée à Paris a représenté le quart de la collecte collectée en janvier 1979. Un point favorable, l'activité industrielle en France devrait rester bonne jusqu'aux grandes vacances. Là, pour une fois, tout le monde est à peu près d'accord. Patron, INSEE, Banque de France. L'incertitude commence avec l'arrivée de l'été. Cette année, en tout cas, les Français doivent s'attendre à un crédit cher et à une feuille de salaire sans grande augmentation, autre que celle répercutant la hausse des prix. Une satisfaction cependant pour l'avenir, la France, écrit le Wall Street Journal, l'hyper sérieux quotidien économique américain, commence à obtenir le type de résultat dont l'économie américaine a grand besoin. L'indice des prix est donc demain. Réaction de Georges Segui au propos du chef de l'État sur la participation. C'est une idée aussi vieille que le capitalisme, a-t-il dit sur France Inter. Un vieux serpent de mer, nous avons l'habitude de ce genre de subterfuge. Georges Segui qui déplore le peu de protestations à la suite de la suppression de la tribune libre de la CGT sur FR3. Quant à la CFDT, elle réclame une loi cadre pour accéder à une véritable mixité des emplois. J'en viens maintenant à la suite des propos de Michel Rocard hier dans Cartes sur table et notamment à cette petite phrase qui sera très longtemps commentée. Le PS a la chance d'avoir 2 candidats possibles à la présidence de la République, sous-entendu François Mitterrand et moi. Pas de réaction de François Mitterrand ce soir, il n'y en aura sans doute pas d'ailleurs de direct avant longtemps. En revanche, un commentaire de Gaston Defferre, fidèle soutien du premier secrétaire. Et vous allez voir derrière les fleurs distribuées à Michel Rocard, il y a, vous allez vite l'entendre, quelques épines. En ce qui concerne la prestation, Michel Rocard était, c'est son habitude, très brillant. C'est un homme très intelligent. Il était agréable à écouter. En ce qui concerne l'éventuel candidat, il sera choisi, non pas en fonction de sa façon de s'exprimer, car il y a dans le Parti socialiste beaucoup d'âmes capables de s'exprimer très bien à la télévision, mais en fonction de choix politiques. Quelle politique représente Michel Rocard? Quelle politique peut représenter un autre candidat? Quand un parti comme le Parti socialiste choisit son candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas en fonction de son physique, ni de son âge, mais c'est en fonction de ce qu'il représente au point de vue politique et de la politique qu'il fera s'il est élu. Il n'y aura pas de primaire, il y aura un consensus au sein du Parti socialiste, a dit Michel Rocard. Ce n'est pas certain du tout. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Car il n'y a aucun accord là-dessus, d'une part. D'autre part, actuellement, Michel Rocard a fait savoir qu'il serait peut-être candidat. François Mitterrand le sera peut-être aussi. Il peut y avoir d'autres camarades. Il y a des camarades de très grande valeur. J'en vois
1, 2, peut-être 3 qui sont tout à fait capables de subir les difficultés très grandes d'une campagne présidentielle, si bien qu'il est probable qu'il y aura un choix qui sera fait par le parti suivant les règles que nous sommes fixées à nous-mêmes. Et vous êtes plutôt partisan des primaires? Je pense qu'il faut que cette désignation soit faite sans qu'aucune contestation ne puisse intervenir par la suite. Michel Rocard, hier soir, a laissé entendre qu'il y a peut-être un accord entre les dirigeants du parti qui serait ratifié par les militants. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, s'il ne vaut pas mieux que les militants puissent se prononcer en toute liberté pour le choix d'une candidature qui est très importante dans la vie politique française. Alors avant de savoir ce qui va se passer maintenant, Noël Copin, quelles sont les autres réactions à l'intérieur du PS? Bien, du côté des amis de Michel Rocard, on note une certaine satisfaction, l'impression d'un coup qui a réussi, et l'on apprécie aujourd'hui les retombées tout en pensant qu'il vaut mieux maintenant garder un certain temps de silence. Et du côté de la majorité, il y a aussi une relative discrétion et la volonté de ne pas trop polémiquer, même si Georges Sarr du CRS nous disait cet après-midi que Michel Rocard divisait le parti. Monsieur François Mitterrand lui-même aura l'occasion de s'exprimer vendredi à RMC, mais on peut penser qu'il s'attachera surtout à répondre ce qu'aura dit ce soir le président de la République, beaucoup plus qu'à répondre à ce qu'a dit Michel Rocard hier. Il n'y a pas de polémique, mais quand même il y a une réflexion de Michel Rocard qui est mal passée du côté de la majorité, c'est sa réflexion sur la majorité du PS. La majorité du PS, c'est cette réflexion sur un François Mitterrand qui s'apparenterait à un socialisme proche de l'appareil d'État, de l'idée de centralisation. Gaston Defferre, dans cette interview, s'écriait tout à l'heure, après tout, François Mitterrand est beaucoup plus décentralisateur que Michel Rocard. Un autre socialiste ajoutait que François Mitterrand avait été le premier homme politique à demander que l'on supprime les préfets. Pas de polémique, mais par contre la volonté de poursuivre le débat politique au cours de certaines idées avancées hier par Michel Rocard, tout ce qui tourne autour de l'union de la gauche, ce qui tourne aussi autour d'un gouvernement socialiste homogène, et également cette idée qu'un président de gauche pourrait ou ne pourrait pas faire passer un certain nombre de réformes par la majorité actuelle. Toutes idées qui seront débattues samedi au comité directeur du Parti socialiste. Alors rapidement, quelle va être la procédure pour la désignation du candidat socialiste? Eh bien, je crois que dans la majorité du PS, donc il y a la volonté, on l'entendait encore avec Gaston Defferre et ce matin avec Paul Quillès à Antenne de Midi, la volonté que ce soit les militants qui tranchent et d'éviter qu'il y ait une sorte de consensus à partir de conversations entre quelques personnalités. Je crois que l'allusion à d'autres candidats possibles est de nature précisément à montrer à Michel Rocard que de toute façon il faudra passer par ce vote. Du côté de Michel Rocard, on reconnaît qu'il faudra un vote, mais ce que l'on veut éviter en fait de primaires, c'est des primaires entre François Mitterrand et Michel Rocard. Qui divise le parti. Au-delà de cette procédure, je crois que les cartes sur lesquelles chacun compte, du côté de Michel Rocard, c'est de développer cette dynamique dans l'opinion en pensant qu'il a donné un coup d'accélérateur hier et faire passer cette dynamique de l'opinion dans le parti. Et du côté de François Mitterrand, puisque Michel Rocard parle de rassemblement et de consensus, eh bien c'est la volonté d'apparaître comme le meilleur rassembleur du parti et le seul autour duquel puisse se faire le consensus. Après plus d'un mois de négociations, le climat reste tendu entre les médecins et les caisses de sécurité sociale. Et ils ont jusqu'au 15 mars pour conclure entre eux de nouvelles conventions. Mais les propositions avancées par la sécurité sociale suscitent bien des réserves chez les médecins. Jacques Malino. Ces négociations difficiles entre médecins et caisses de la sécurité sociale ont un double objectif. D'abord, se mettre d'accord sur une nouvelle convention. Ensuite, trouver ensemble les moyens de freiner l'évolution des dépenses maladie. Dans cet esprit, les caisses de sécurité sociale proposent aux médecins de choisir entre 3 statuts. Première possibilité, le médecin signe la convention. Il n'est donc pas libre de fixer ses honoraires. Il accepte un certain contrôle des caisses sur son activité et ses malades sont remboursés normalement. Deuxième possibilité, le médecin fixe librement ses honoraires, mais s'engage à l'autodiscipline, c'est-à-dire, là encore, un contrôle de la sécurité sociale sur son niveau de prescription. Ces consultations sont remboursées, mais à un tarif moindre que celui des médecins pleinement conventionnés. Troisième possibilité, le médecin se met complètement hors convention, il demande les honoraires qu'il veut, mais ses malades ne sont pas du tout remboursés. Ce qu'on nous propose, c'est un secteur où les médecins les honoraires seraient moins bien remboursés, alors que les médecins prendraient des honoraires plus élevés. Et ce seraient justement les médecins, apparemment, les plus scientifiques, les mieux équipés. C'est-à-dire que la vraie médecine, la médecine scientifique, coûterait plus cher, ce qui donnerait une sorte de frein à l'accession vers la médecine de qualité. Ça, non seulement nous ne le voulons pas, mais surtout, nous disons que ce n'est pas un choix à faire par les médecins et par les caisses.
c'est un choix de la nation française, c'est-à-dire du gouvernement et du Parlement. Est-ce que les partis politiques, est-ce que le Parlement français est d'accord ou non pour qu'il y ait en France une médecine du riche et une médecine du pauvre? C'est pas à nous d'apporter la réponse. Ça veut donc dire très clairement que vous ne prendrez pas la responsabilité, vous, de vous engager sur ce double secteur. Certainement pas. Remise en cause de la réforme du code pénal, l'une des conséquences du Conseil interministériel restreint de vendredi dernier, consacré à la sécurité, semble se traduire en effet par un coup d'arrêt aux travaux de réforme du code pénal. Le gouvernement ayant décidé de donner la priorité à la sécurité publique. Paul Lefebvre. Oui, Patrick, vous savez sans doute qu'on envisage de modifier le code pénal, c'est-à-dire qui date de Napoléon depuis 1938. Alors le code pénal, qu'est-ce que c'est en gros? Mais les juristes vont hurler en entendant ma définition. C'est l'ensemble de textes qui fixent les peines à appliquer aux individus qui ont péché en quelque sorte contre les règles morales ou légales de la société, un meurtre, un vol, un crime de toutes sortes, etc. Alors en réalité, depuis longtemps, le vieux code pénal craque de toutes parts comme une baraque abandonnée, sous la pression de ce qu'on peut appeler l'évolution des mœurs. C'est un texte bien souvent inadapté, surtout en matière de délinquance économique et financière. Alors c'est la raison pour laquelle, il y a 6 ans, en 1974, le président de la République avait décidé de la création d'une commission de révision composée essentiellement de hauts magistrats. C'est ça. Alors cette commission a remis au garde des Sceaux en 1978 un avant-projet qui était en quelque sorte une étude de la délinquance et de la criminalité moderne, de leurs causes et des moyens de la limiter. Deux notions, deux recommandations s'en dégageaient. D'abord, laisser aux juges une plus grande liberté d'appréciation et dans cette appréciation, tenir compte plus largement des facteurs psychologiques, économiques et sociaux qui entourent le délinquant ou le criminel. Disons une notion plus libérale. Absolument. Alors une notion qui tendait surtout à préserver en priorité, à donner la priorité aux droits individuels de chaque citoyen. Mais depuis 1974, la situation a beaucoup changé, la délinquance a augmenté, la criminalité aussi, l'opinion a peur, les Français sont de plus en plus préoccupés de sécurité publique. Alors le gouvernement a demandé au garde des Sceaux de lui proposer d'ici 2 mois environ une série de mesures renforçant la sécurité publique, mesures qui s'intégreront plus tard à la réforme du code pénal qui risque de souffrir de nouveau un certain retard. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Thaled Hadjad s'est suicidé la nuit dernière dans sa cellule du centre pénitentiaire de Clairvaux. Le jeune homme avait 24 ans. Il était en prison depuis le 15 novembre pour avoir commis un hold-up avec prise d'otage au crédit industriel et commercial de l'avenue de Breteuil à Paris en 1975. Et certains disent que ce suicide est la conséquence du temps qu'il a passé dans un quartier de haute sécurité. Hier, nous parlions ici même du colloque organisé par Antenne 2 sur le thème du temps de vivre. Un colloque retransmis en partie dans notre édition de 12h45 en direct de la maison de Radio France. Alain Valentini nous résume l'essentiel des débats d'aujourd'hui. Autour de Jean-Pierre Elkabbach et Louis Berriot, les invités du président d'Antenne 2 ont essayé au cours de cette journée débat de connaître les expériences déjà réalisées ou d'échanger des idées qui pourraient nous permettre de mieux gérer notre temps, de mieux vivre finalement. Plusieurs thèmes abordés, loisirs, transport, rythme scolaire, avec des interventions de représentants de parents d'élèves, de sociologues, de médecins, tous spécialistes de ce thème. Les vacances, le rôle de la famille, le sport, c'est finalement toute la politique du temps de vivre. Choisir son temps, ce sera d'ailleurs la grande préoccupation des Français dans les 20 prochaines années. Nous sommes en train de discuter du temps. Eh bien ça c'est un sujet neuf, n'est-ce pas? Traditionnellement, ce que nous vivons, c'est comme les temps modernes dans le film de Charlot où tout le monde sort de l'usine en même temps, rentre dans l'usine en même temps. Maintenant, il va falloir que les gens aient le droit de choisir leur temps et ça c'est la révolution. Cela va être le grand changement des 20 prochaines années. Nous aurons le temps et nous aurons le droit de choisir notre temps et notre activité, naturellement en ajustant nos revenus selon nos choix. C'est normal. Pour syndicats et patronat, le temps de vivre, c'est aussi et surtout le temps de travail et l'amélioration des conditions et de l'organisation de ce temps de travail dans les entreprises. Et plus cette organisation est insuffisante, plus elle est contraignante pour l'individu, et plus le désir, je dirais, d'évasion est important, et plus l'attitude négative du salarié traumatisé est profonde. Je pense que dans une société qui se veut équilibrée, il faut réconcilier le travail et le repos. Voilà, comme promis maintenant à 20h24, un premier extrait de l'intervention du président de la République face à nos confrères Patrice Duhamel et Christine Ockrent pour parler essentiellement, vous savez, de politique étrangère. L'une des toutes premières questions, bien entendu, a roulé autour de l'affaire afghane, de la détente et d'une manière générale de la position de la France face à l'Alliance Atlantique. Nous écoutons la réponse du président sur ce sujet.
fait partie d'une alliance. Ce n'est pas nouveau, elle fait partie de cette alliance depuis 1948, c'est-à-dire successivement sous la 4e République, sous la 5e République. C'est l'alliance qui résulte du traité de l'Atlantique Nord, et personne n'a jamais remis en cause la participation à ce traité. Par contre, je crois qu'on a quelque peu oublié quel était l'objet de ce traité, et c'est pourquoi j'ai apporté ici son texte, et je vais vous lire son article central, l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Il y est dit, les parties, c'est-à-dire les États qui signent, conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles assistera celle qui sera ainsi attaquée, en prenant aussitôt toutes les actions jugées nécessaires, y compris l'emploi de la force armée. Donc voilà ce à quoi la France a souscrit en 1948. C'est une alliance, c'est-à-dire un traité qui définit ce que sera la conduite de la France s'il y avait une attaque armée contre l'un ou l'autre des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et bien entendu, la France respectera cet engagement. Il y a donc d'une part une alliance qui joue dans le cas que j'ai décrit. Il y a d'autre part la politique indépendante de la France. Cette politique indépendante de la France, il faut comprendre qu'elle correspond à la nature de notre pays, à la volonté de notre peuple, et qu'elle est liée à toute la tradition de notre histoire. Vous avez l'air de penser qu'il y a contradiction entre le fait d'appartenir à une alliance et de poursuivre une politique indépendante, mais je vous dirais que c'est toute l'histoire de France. La France a appartenu à d'innombrables alliances. Les alliances italiennes autrefois, l'alliance espagnole, l'alliance autrichienne, l'alliance russe, l'alliance polonaise, l'alliance cordiale, l'entente cordiale avec la Grande-Bretagne, et pendant toute cette longue période de notre histoire, la France a toujours poursuivi une politique indépendante. Donc le fait d'avoir une politique indépendante tout en ayant souscrit aux dispositions d'une alliance, c'est la situation normale de la France. Ce n'est pas une situation nouvelle ou originale, c'est notre situation normale. J'ajouterais que nous avons une alliance, nous poursuivons une politique indépendante, mais nous avons aussi des solidarités. Parce que la France, ce n'est pas un pays anonyme, ce n'est pas un pays qui n'a pas de système politique ou qui n'est pas situé quelque part. La France, c'est d'abord une démocratie occidentale. Et la France éprouve donc un sentiment de solidarité pour les régimes démocratiques, les régimes de liberté dans le monde. Notamment, bien entendu, les démocraties occidentales, en Amérique, en Europe, mais aussi les démocraties de liberté lorsqu'elles existent en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Nous avons une deuxième solidarité, qui est une solidarité géographique. Nous sommes un pays d'Europe, et nous avons donc une solidarité géographique avec nos partenaires. Et nous avons une troisième solidarité qui est historique et culturelle. La France a des liens avec un certain nombre de pays du monde, soit des pays qui parlent sa langue, soit des pays qui appartiennent comme elle à la tradition latine, soit des pays avec lesquels nous avons eu des liens dans le passé. Eh bien, nous entendons ressentir et manifester cette solidarité, notamment vis-à-vis des pays d'Afrique auxquels nous entendons apporter notre contribution pour leur développement et pour leur stabilité. C'était donc un extrait de cette intervention du président de la République qui a commencé à 20h précise et qui se poursuit en ce moment même. Georges Bortoli, vous avez écouté tout le début de cette intervention. Oui, je viens d'écouter jusqu'à maintenant, très exactement. La question suivante, alors celle sur laquelle on attendait, M. Giscard d'Estaing, c'est la question sur l'Afghanistan. Hein? Quelle est notre attitude vis-à-vis de nos alliés? Bon, vous venez de l'entendre. Maintenant, quelle est l'attitude plus précisément en ce qui concerne la crise afghane? Réponse... La France, le gouvernement français a dit ce qu'il pensait de l'action soviétique en Afghanistan, a dit que c'était inacceptable et que ça ne devait pas être accepté. La France a voté à l'ONU pour condamner cette action soviétique. Et ensuite, alors, quelque chose, si vous voulez, de concret, quels sont les trois caractères, demande M. Giscard d'Estaing, quels sont les trois caractères que pourrait revêtir un règlement pour que les choses reviennent dans un état acceptable en Afghanistan? Alors, il faudrait, premièrement, le retrait des forces militaires étrangères du territoire afghan,
Deuxièmement, que le peuple afghan puisse user du droit de décider lui-même de son sort. Et troisièmement, que l'Afghanistan ne puisse pas constituer une menace pour ses voisins, dit M. Giscard d'Estaing. Voici une neutralisation. Oui, le mot, je ne l'ai pas entendu. Mais enfin, l'idée, c'est qu'effectivement, l'Afghanistan soit placé sous une espèce de garantie internationale qui permette, notamment à l'URSS, de ne pas se sentir menacé par des infiltrations qui viendraient près de son territoire, etc. Voilà, je crois, l'essentiel de ce qu'on peut dire après une demi-heure de cette interview du président de la République. Je voudrais tout de même citer encore quelque chose. Christine Ockrent lui a dit, après la disparition du maréchal Tito, est-ce que vous craignez une déstabilisation en Yougoslavie dans les Balkans? La réponse a été brève, elle tenait en un mot, non. Suite en effet de notre tour de France de la culture dans les régions, Georges Bégou nous raconte ce soir une aventure culturelle peu banale, celle d'un chef de gare qui a troqué sa casquette à étoiles contre une casquette de pêcheur, une pêche bien spéciale, l'archéologie sous-marine. Georges Bégou et Robert Rosier ont rencontré Denis Fonquerel à Agde, dans l'Hérault. Regardez. Denis Fonquerel, il rêvait d'être pêcheur comme son père, mais il a vécu 37 ans à regarder passer les trains en gare d'Agde. Aujourd'hui, à la retraite, il se rattrape. Mais les histoires qu'il raconte à ses amis pêcheurs n'ont rien à voir avec les poissons. Il leur parle d'un des plus grands gisements archéologiques sous-marins jamais découverts. Des ancres, des amphores, une multitude d'objets préhistoriques et un éphèbe en bronze actuellement au musée du Louvre. Denis Fonquerel, qui n'a aucun diplôme, armé de sa seule passion, a constitué depuis plusieurs années, avec un groupe de mordus comme lui, une véritable caverne d'Ali Baba. Et ce n'est pas une galéjade. Il faut souhaiter d'ailleurs que ces richesses, pour l'instant entreposées dans des caves et non visibles du public, donnent naissance à un musée. La collection en vaut la peine. Faire de l'archéologie, ce n'est pas simplement ramasser des objets, hein. C'est faire des croquis grâce à des mesures, c'est inventorier les objets. C'est les décrire, c'est les étudier, c'est les restaurer quand ils sont démolis. Alors les enfants, vous savez, ce sont de grandes coquettes. Elles sont sales, elles sortent de la mer, il y a des concrétions marines dessus. Alors elles exigent qu'on les nettoie, qu'on en prenne soin. Et puis d'autant plus que parfois sous une concrétion marine se cache un détail, une marque qui nous expliquera un courant de trafic. Parce que l'archéologie, c'est raconter une histoire. L'histoire. Vous savez, l'archéologie, c'est plein de surprises. Dans une rivière, un éphèbe, en mer, les épaves. Ici, une légende. C'est ma dernière découverte, cette légende. Fabuleux. Une histoire courait sur ce vieil étang, une cité engloutie, parce que, paraît-il, un roi ou une reine s'étaient mésalliés, allez donc chercher. Et puis, selon qui la raconte, la légende. Enfin, le tout est, c'est que, finalement, l'archéologie, en tous endroits du globe, confirme les légendes. Et moi, j'ai eu foi à cette fabuleuse légende. Mais vous savez, aller chercher une légende dans un étang qui fait 21 km de long et 8 km de large, comme on dit de nos jours, faut le faire. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons passé 2 ans et demi à tourner, comme on dit, cet étang dans tous les sens, à plonger nos bras jusqu'aux épaules dans la base. Et un jour, quelle surprise fabuleuse. Un alignement de pieux de bois. Eh oui, une cité préhistorique, ce sont des pieux de bois. Et là, autour de ce pieu de bois, surprise encore plus grande, des agriculteurs, des éleveurs, ou dans un étang. Pas un laisse de filet, pas un harpon, pas un hameçon, des gens qui fauchaient le premier blé, peut-être l'épeautre, hein, qui grattaient des peaux de bêtes, qui faisaient des fromageons. Et puis eux-mêmes, hein, nous les avons trouvés eux aussi, leurs crânes, leurs chevaux, leurs bœufs, tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils consommaient. Alors voilà une partie du produit de nos fouilles, de jolis vases de la préhistoire. Enfin, c'est un peu tardif par rapport à la préhistoire, mais enfin, nous sommes à la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer. Puis alors la période de l'âge du fer avec les torques, les bracelets, torques à tête de serpent, très joli d'ailleurs. Et puis eux, les voilà, ces hommes de l'âge
de la fin du néolithique, leur crâne du moins. Ils ne vivaient pas très vieux. Celui-là est jeune et l'ensemble est jeune. Voilà l'histoire de la cité légendaire de l'étang de Thau, qui dort encore là-bas, derrière les vagues, et qui nous attend pour l'année prochaine. Et quelle passion dans ce récit. La composition de l'équipe de France de football qui rencontrera demain soir la Grèce au Parc des Princes, la voici, vous allez la découvrir sur votre écran. Il n'est pas encore certain que Didier Christophe participe à cette rencontre. Il s'est en effet blessé à l'entraînement. S'il doit déclarer forfait, Genghini le remplacera et le Bordelais Giresse sera appelé à ce moment-là comme remplaçant. À noter dans le monde des publications la parution d'un nouveau mensuel de bande dessinée, Capitaine Fulgur. La météo, enfin, aujourd'hui, le temps a été brumeux, il a plu dans les plaines et neigé au-dessus de 800 mètres. Demain, il fera froid le matin, avec même des gelées dans le nord, l'est et le centre. Il pleuvra de l'Aquitaine au Languedoc, mais de larges éclaircies seront à noter sur le reste du pays. Cette édition s'achève, vous avez rendez-vous avec Paul Amar aux environs de 23h30 pour le dernier journal. Demain, c'est François Guillaume qui sera qui sera le témoin de notre édition de 12h45. C'est le président de la FNSEA et il s'expliquera à propos, bien entendu, de la loi d'orientation agricole qui est en ce moment discutée par le Sénat. Je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.